Bonjour tout le Ok. monde, salut Sandrine. Salut Pascal. Allez, donc bienvenue sur Perspective de médiation, un podcast sur la médiation dans le sens large. On parle de médiation et tout ce qui l'entoure. Nous présentons aussi d'autres approches de méthodes alternatives de résolution des conflits, donc les fameux MARC ou les ADR en anglais, Alternative Dispute Resolution. Puis aujourd'hui, on va parler du droit collaboratif avec toi, Sandrine. Ça marche. Je me réjouis beaucoup de ce podcast parce que c'est vrai que donc c'est une nouvelle méthode, le droit collaboratif. La médiation, déjà, c'est une approche assez récente et puis le droit collaboratif, je crois, encore plus récent. Et évidemment, en tant que médiateur, je m'intéresse beaucoup à toutes ces méthodes, les approches de résolution de conflits. Et puis aujourd'hui, on va parler justement du droit collaboratif. Et toi, tu pratiques ça, donc tu vas nous parler un peu davantage. Mais peut-être avant qu'on parle on va dire, de la méthode et de la technique, peut-être on parle un peu de toi d'abord. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ton parcours? Quel est ton parcours personnel? Bah écoute, voilà, donc moi je suis effectivement de formation avocate. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis très peu avocate, sauf dans le processus collaboratif. Et c'est avec plaisir que je viens effectivement expliquer cette méthode, enfin ce nouveau mode de résolution des conflits qui vient un peu compléter la médiation et ce qu'on connaît déjà. Mhm. Donc voilà, donc moi j'ai effectivement, après un parcours plutôt international, je suis partie en Argentine faire un master en relations internationales. Je suis revenue en Suisse, pas forcément par choix. Et après avoir travaillé dans une entreprise internationale, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dirigée vers le stage d'avocat puisque pour moi, c'était vraiment l'aspect humain qui était important, de pouvoir travailler avec des gens, être dans l'accompagnement, la défense. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon stage d'avocat à Lausanne. Et ensuite, donc, j'ai un peu suivi la voie normale. Je me suis associée dans une étude de la place lausannoise, mais toujours avec beaucoup de questionnements sur la justice, le sens. Et donc, j'ai eu la chance d'être associée à une avocate médiatrice, Catherine Jacotet-Tissot, qui est une personne qui a beaucoup fait évoluer la médiation. Et elle m'a convaincue de me former. Donc, je me suis formée en 2014-2015. Et puis, sur le moment, je n'ai pas tout de suite fait quelque chose de ce type de médiatrice. Je me suis spécialisée en droit de la famille. Puis, il y a eu vraiment un tournant chez moi en 2018 où là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de changer. Je ne suis plus du tout en accord avec le système judiciaire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de un peu claquer la porte du judiciaire pour ne Mhm. faire que de l'alternative. Qu'est-ce qui t'a fait le judiciaire? Qu'est-ce qui m'a fait? Une fois que tu as claqué la porte. Alors, en fait, c'est parce que pour moi, ça devenait vraiment un stress permanent de devoir gérer les clients, les parties adverses, les magistrats. J'étais de plus en plus en désaccord, en fait, avec le processus même judiciaire, hein, en faisant aussi beaucoup de droits de la famille et de voir, en fait, dans quel état ça mettait les gens, finalement, d'être dans des niveaux de conflit qui partent en escalade de rapports de force. Donc là, j'ai vraiment vu dans la médiation une manière de faire autrement, de ne pas être dans ce rapport de force et de pouvoir vraiment privilégier les intérêts de chacun. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment décidé d'arrêter le judiciaire. Et puis, c'est à cette époque que j'ai rencontré Christophe Himous, qui était le président de l'association romande de droit collaboratif. Euh, euh, donc, j'ai succédé à Christophe puisque je suis la présidente maintenant de l'association romande de droit collaboratif. Et puis, pour moi, ça c'est vraiment été une révélation. C'était une manière de pouvoir rester Mhm. avocate tout en étant dans une autre configuration et pas dans un rapport de force. Ok. Ouais, on le salue bien d'ailleurs, Christophe. Tout à fait. Donc, tu as étudié en Argentine, c'est un master en droit ou tu disais quoi? Oui, alors en relations internationales et droit Ouais, commun. d'accord. Et là, le droit, enfin, moi, je m'y connais peu, hein, surtout à l'international, mais le droit, est-ce que c'est la même approche? Est-ce qu'il y a une approche particulière, je sais pas, de l'Amérique du Sud, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ce qu'on apprend ici? Alors, moi, j'ai pas du tout, au niveau de la médiation, j'ai pas du tout. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant que je m'intéresse à la médiation et que j'en fais, que là-bas, en Argentine, il y a des médiations obligatoires dans tous les procès civils. C'est un peu plus particulier
client familial. Donc voilà, sinon, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les questions internationales. Donc, pour moi, ça a été vraiment l'occasion de rencontrer des gens de différents pays, de Colombie, du Panama, enfin, et puis de pouvoir intégrer notamment des groupes de travail avec les Nations Unies. Donc, c'était vraiment une super occasion pour moi de pouvoir travailler là-dessus et de faire des recherches autour des disparitions forcées. Donc, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus international. Mm. Ouais, c'est vrai que surtout à l'international, on voit ça aussi dans le commercial. Dès que c'est international, ça devient encore plus compliqué parce qu'on ne sait pas quelle loi s'applique, quelle force s'applique. Et puis là, je pense plus c'est compliqué, plus la médiation ou le droit collaboratif, j'imagine aussi, est utile parce que voilà, c'est une Tout alternative à plus fait. simple. Bien, et puis donc par rapport à la médiation ou aux méthodes alternatives, est-ce que tu as quelque chose que tu considères comme une clé de réussite Alors, au la niveau de clé de la l'attitude, réussite, au niveau de quel est l'élément pour toi dans ta profession, donc soit médiatrice ou avocate collaborative, qu'est-ce qui réunit peut-être les deux? Est-ce qu'il y a une valeur partagée ou une posture partagée ou... alors, moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est effectivement déjà de porter de l'intérêt à la personne, d'être attentif à elle, de voir comment elle évolue, de pouvoir l'accompagner en fait dans le processus. Et là, effectivement, une différence entre la médiation, où j'interviens comme tiers neutre, et très souvent ben, avec les deux personnes en présentiel, la mise en ressources, elle ne se fait pas de la même manière processus collaboratif où finalement je suis aux côtés de mon client tout au long du processus. Maintenant, je pense que la clé de la réussite, que ce soit en médiation et en droit collaboratif, c'est vraiment effectivement j'ai envie de dire, de ne pas avoir d'attente, parce que de vraiment laisser les gens prendre leur espace et eux-mêmes trouver des solutions. Et ce qui n'est pas toujours facile, notamment quand on a évolué comme avocat pendant de nombreuses années, où finalement notre job, c'était de travailler à la place du client. Donc, j'ai vraiment pu me rendre compte que dans l'alternative, ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'on va pouvoir trouver des solutions pour nos clients. Mhm, mhm. Effectivement, c'est ce qu'on appelle, ça me fait penser à la coopération internationale où c'est un peu le même principe, on appelle ça le local ownership, donc l'appropriation locale, c'est les personnes concernées qui doivent elles-mêmes, ouais, en quelque sorte, s'occuper de leur affaire et puis trouver des solutions, et puis on peut accompagner, on peut soutenir, mais c'est pas à nous de faire à la place des autres, je pense. Et puis peut-être une autre chose, c'est en fait la force du questionnement. Et c'est Mm. vraiment ça qui, à mon avis, pour être un bon médiateur, un bon avocat collaboratif, il faut pouvoir questionner le client et être formé pour ça, avoir des compétences, parce que c'est du questionnement qu'on va pouvoir générer de la ressource chez les clients. Et tu penses par rapport à ton intérêt pour tout ce qui est alternative, gestion de conflits alternatifs, est-ce que ton expérience internationale en Argentine ou après avec les Nations Unies, c'est un peu ça qui a veillé cet intérêt-là ou c'est ta personnalité ou ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plutôt penchées par là, d'autres qui sont peut-être plutôt vers le droit classique, avocat, tribunaux? Non, mais moi, je pense que clairement, dans ma personnalité, j'ai un profond intérêt pour l'humain. C'est que, voilà, l'humain, comment il fonctionne, comment on peut chercher ses propres ressources. Et je pense également que moi, ce qui me plaît, c'est d'accompagner et de transmettre, d'avoir des clients qui vont prendre ce que je peux leur donner comme outil pour grandir, pour évoluer. Là où moi, ça devient compliqué, c'est quand je suis avec des clients qui n'évoluent pas. Et là, je dois faire face à mes propres tensions internes, parce qu'en fait, ce que moi j'aime, c'est de voir justement des clients qui avancent, qui prennent les outils qu'on leur propose. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, très focalisé sur l'humain et puis la responsabilité individuelle. Tout à fait. Mm. Bien. Alors, passons peut-être sur le droit collaboratif, sur vraiment l'approche, la technique. Oui. En guise d'introduction, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelle est l'approche, par exemple? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre? Est-ce qu'il y a des phases? En médiation, on a des phases un peu selon le modèle, mais on a des phases, des méthodes, des approches. Est-ce que ça existe aussi dans le droit collaboratif?
Alors, tout à fait, et j'aurais presque envie de dire que pour moi, en tout cas de ma perception du droit collaboratif, c'est que c'est beaucoup plus strict et rigide que la médiation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a 5 étapes, et puis il faut suivre ces étapes. Et le rôle des avocats collaboratifs, c'est d'aider leurs clients à passer à travers toutes ces étapes-là. Donc, c'est aussi, voilà, on sait où on va, les clients sont informés au départ qu'à chaque, en fait, chaque séance a un thème. Et puis, on doit vraiment être cadrant. Les avocats sont garants de ce processus qu'on est en train d'avancer dans les étapes qui sont prédéfinies. Donc, vous exposez d'avance les étapes, en fait, Tout à au fait, début. oui, Ah, ouais. oui, oui. C'est aussi une discussion que j'ai eue récemment en médiation. C'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude, en tout cas en médiation, d'exposer les étapes, hein. J'explique à peu près comment ça se passe. Mais j'ai eu une discussion récemment avec un autre médiateur qui m'a dit non, non, lui, il expose exactement l'approche, les différentes phases. Donc, toi, en médiation, si je me permets de faire cette parenthèse, en médiation, tu présentes aussi les phases? Alors, en médiation, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en médiation, j'explique comment on va travailler. Mais effectivement, je dis qu'il va y avoir des étapes. Et il y a l'étape, effectivement, des besoins, l'étape où on va finalement objectiver, l'étape des options. Mais je pense qu'en collaboratif, effectivement, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé passer 10 heures sur une étape. Ah, d'accord. Et en fait, entre chaque étape, il y a une préparation du client pour la prochaine séance commune. Donc, si tu veux, D'accord. Il y a en des devoirs principe, entre deux, hein, c'est ça. voilà, c'est que l'avocat doit rencontrer son client et préparer avec lui la prochaine séance commune, donc la prochaine étape. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un travail en commun, des Mhm. séances en commun, et puis entre deux, chacun travaille de son côté avec son client. Exactement. Ah, d'accord. Et c'est une façon un peu de mettre en condition son client. C'est-à-dire de D'accord. regarder avec lui, déjà bien évidemment, toujours voir comment il a vécu la séance commune, qu'est-ce qui est encore difficile pour lui, et puis le préparer à l'étape d'après. Puis D'accord. entre deux, les avocats communiquent aussi. Les avocats s'appellent, ils regardent ensemble comment ils vont organiser la prochaine séance commune. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Mhm. Et tu dis c'est très structuré, c'est très prévisible. Donc, vous avez par exemple 1 heure par étape ou pas forcément? Alors, pas forcément. Par contre, pour le temps, nous, généralement, pour moi, dans les processus collaboratifs que je mène, on est plutôt sur des séances d'1 h 30, 1 h 45, pour vraiment avoir le temps de traiter le sujet de la séance. Mhm. Et on peut dire en moyenne, c'est à peu près 5 séances à 1 heure, 1 heure et demie pour faire les 5 phases. On peut dire ça. Après, effectivement, c'est pas exclu qu'il y ait une séance supplémentaire parce qu'il y a des choses urgentes à gérer, des choses urgentes. Là, c'est aux avocats d'organiser le processus pour qu'on prenne en compte tout ce qui est important pour les clients. Mais en tout cas, de ma place et de ce que j'ai pu constater aujourd'hui après quand même plusieurs processus, des discussions au sein du réseau, c'est que moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment important que le processus avance et qu'on ne passe pas 10 heures sur une étape. Si on passe 10 heures sur une étape, c'est qu'on est en train de passer à côté. D'accord. Donc, c'est peut-être un peu plus orienté résultat que la médiation, ou peut-être si besoin, on passe plus de temps pour approfondir certaines choses, on peut dire comme ça. On peut dire ça comme ça. Maintenant, ce n'est pas orienté forcément résultat parce que là aussi, on informe vraiment les clients que les avocats sont maîtres de la structure et eux du contenu. Donc, c'est vraiment la même, enfin, je veux dire, au niveau de la médiation, c'est relativement similaire. Oui. Maintenant, c'est clair qu'il y a vraiment un canevas et il y a une marche à suivre et je pense que c'est fondamental de la respecter. Quelles sont les 5 phases alors? Alors, la première phase, c'est ce qu'on appelle une phase de récit. Donc là, c'est un peu la première séance commune après qu'on ait bien évidemment signé, parce qu'il y a la signature d'un contrat de participation qui est signé tant par les parties que par les avocats. Où là, on a bien expliqué le processus et c'est important effectivement que les avocats puissent voir dans quelle mesure les clients ont bien compris dans quoi ils s'engagent. Donc, une fois qu'on a passé un peu cette étape préliminaire, je vais dire, la première étape, c'était ce qu'on appelle les récits. Donc là, chaque partie va s'exprimer sur son histoire, son vécu, ce qui est difficile pour lui.
Donc là aussi, on doit respecter un temps de parole qui soit équitable entre les deux. Et puis, la particularité, c'est que le client qui s'exprime sera questionné et reformulé par l'avocat de l'autre personne pour justement Ouais. créer un lien de confiance à quatre. Ah, ça, c'est intéressant aussi. D'accord. Donc, c'est l'autre Voilà, avocat qui… Et au niveau de la méthode, des questions qu'on pose, ça, c'est comme en médiation, des questions, tout je ne à sais fait. pas, circulaires. Enfin, vous utilisez un peu les mêmes techniques de type de questions? Oui, oui, on est vraiment dans la reformulation, l'écoute active du client. Et effectivement, ces compétences-là s'apprennent dans le cadre de la formation de droit collaboratif. Et beaucoup d'avocats sont aussi médiateurs. Donc, ils ont tous les outils de l'écoute active en principe qui sont là pour eux. D'accord. Donc, on a la signature de l'accord, après Oui. le récit, et ensuite? Alors ensuite, c'est ce qu'on appelle la phase des besoins. Donc là, on sort du récit pour vraiment aller chercher qu'est-ce qui est de quoi enfin, les clients ont besoin, qu'est-ce qui est important pour eux. Peut parler de besoins, on peut parler d'intérêts Ouais. majeurs. Enfin, il y a plein de façons de le faire, mais avec comme base la pyramide de Maslow, mais je dirais bien au-delà. Donc, c'est vraiment aller chercher ses besoins avec les clients. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'étape fondamentale comme en médiation. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les besoins, on ne va pas pouvoir continuer dans le processus. Et c'est là où il faut quand même une formation qui soit adéquate pour pouvoir faire cette phase des besoins. Mhm. Une fois qu'on a posé les besoins, on passe à ce qu'on appelle la phase d'objectivisation, où là, on va se mettre d'accord à la fin de l'étape des besoins sur ce qu'il faut amener pour trouver des solutions, donc les éléments objectifs. Donc voilà, si c'est un domaine familial, ce sera faire des budgets, ce sera amener des éléments sur le patrimoine. Enfin voilà, donc on se met d'accord, les clients et les avocats, sur ce qu'on va amener. Je précise aussi qu'on est dans un processus où le principe qui prévaut, c'est la transparence. Donc, les clients savent et ont été informés qu'ils s'obligent à être transparents et ne pas donner des fausses informations ou cacher des informations. Mhm. Alors, une fois l'objectivisation, elle se fait aussi de manière très neutre. Donc, c'est de poser les chiffres sans commencer déjà à chercher des solutions ou à vouloir faire des propositions. Donc, c'est plutôt une sorte de brainstorming, on avance un peu des idées. Alors là, pas Ah, encore. Non, l'objectivisation, c'est qu'on pose les éléments chiffrés. d'accord. Les éléments objectifs. Donc, on ne commence pas à chercher des solutions. Ça, c'est aussi important en collaboratif, c'est bien d'expliquer aux clients que, voilà, on pose tout ce qui est à poser avant de commencer à proposer, à chercher des solutions. On n'est pas en mode solution, pas en tout cas pendant les 3 premières étapes du processus. La 4e étape, c'est ce qu'on appelle l'étape des options, où là, effectivement, chaque avocat, avec son client, va chercher un nombre d'options. Et on prépare vraiment, là aussi, ça demande une préparation. Et à la séance commune, on va mettre toutes les options sur la table, puis on va les choisir. Et très souvent, voilà, avec le travail qu'on fait avec le client, la nécessité de prendre l'autre en considération, et parce qu'on connaît les besoins aussi de l'autre, c'est de créer des options qui répondent aux besoins des deux. Et là, c'est là où il y a le brainstorming que tu disais, où bien évidemment, là, on va regarder ensemble, oui, telle option, et pourquoi on ne ferait pas comme ça. Donc là, on va laisser un peu libre cours à une sorte de créativité pour finalement choisir les options qui permettent de résoudre le conflit. Et est-ce que dans toutes ces phases-là, on reste un peu dans l'approche croisée, comme tu as dit au début, parce que pour le récit, c'est l'avocat de l'un qui questionne l'autre. Ça, c'est Oui. pour toutes les phases, ça reste toujours la même logique? Alors, pour les À peu besoins, près. à peu près. Pour les besoins, moi, en tout cas d'expérience, moi, je travaille beaucoup avec une consoeur. On travaille pratiquement tout le temps ensemble. On fait aussi, au stade des besoins, la reformulation croisée. Après, ce n'est pas forcément nécessaire parce que du moment que l'équipe s'écrit à 4, le rapport de confiance, il est là. Donc, il n'y a pas de clivage. Comment vous constatez que l'équipe 4 s'est créée?
Moi, c'est quand effectivement on peut communiquer de manière quand même assez directe et que ça vienne de l'un ou de l'autre de l'avocat, c'est pas pris comme étant une attaque. Parce que ça, en fait, le risque, c'est que au C'est un début, feeling, hein, un peu. oui, alors je pense que c'est vraiment feeling, effectivement. D'accord. Et donc, on a 4 phases, c'est ça? On était aux options ensuite. Oui, et puis la 5e phase, qui des fois peut se passer en même temps que la 4e, c'est la phase de l'accord. Donc, c'est la rédaction de l'accord. C'est là que ça devient concret. Puis, voilà, les avocats vont préparer l'accord. Alors, soit ils le font ensemble. La plupart du temps, les avocats travaillent ensemble sur l'accord. D'accord. Et la phase principale, si je comprends bien, c'est peut-être un peu la deuxième au niveau des besoins, c'est aussi là qu'on crée la confiance avec les autres, enfin, pour l'équipe, pour la création de cette équipe. Oui. J'aime bien le terme, là. Ça serait quoi le nom de cette équipe-là? L'équipe collaborative, j'ai envie de dire. Non, mais parce qu'on Collaborative. collabore. On est vraiment en train de travailler ensemble. L'équipe ensemble. Ouais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est, veut dire, contraire à comment l'avocat travaille de manière générale. Et c'est ça le grand changement entre un processus traditionnel où on est ensemble qu'avec son client contre l'autre. Et là, on est ensemble à 4. La clé, c'est ça, j'imagine. C'est l'esprit d'équipe. Dès que c'est réussi, le reste, je ne vais pas dire que ça va tout seul, mais Oui. le reste, ça va être beaucoup plus facile. Sans cette équipe, ça irait pas. Exactement. Oui, si tu n'as pas formé une équipe, au mieux, tu arraches un accord sous une forme de conciliation où finalement, on coupe la poire en deux, mais qui pour moi n'est pas un processus collaboratif réussi. Je veux dire, certes, tout le monde doit y mettre du sien et on doit trouver des compromis, mais il faut au moins avoir fait un accord qui finalement on augmente un peu la part du gâteau. C'est ça, ouais. Et vous cherchez aussi les gagnants-gagnants. Exactement, oui. Alors, tout le processus collaboratif, le fondement même de cette méthode, c'est de la négociation raisonnée ou négociation dite intégrative. Donc, plus que le fameux compromis. En Suisse, on est toujours très fiers pour notre culture du compromis, mais on oublie souvent que ce n'est pas du tout la meilleure solution. Elle est peut-être meilleure que le conflit ou aucun résultat, mais en tout cas, il y a beaucoup mieux à voir. Il y a beaucoup mieux à offrir, mais après, de nouveau, ça va dépendre de l'état d'esprit des clients et de la manière dont les avocats vont mener leur processus. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'en médiation, si deux parties viennent en médiation, ils viennent déjà en quelque sorte avec l'esprit collaboratif, si on veut, dans le sens qu'ils acceptent une médiation, ça veut dire qu'ils acceptent en tout cas d'en parler ouvertement, ils cherchent la paix. Je pense qu'on ne va pas avec le même esprit dans une médiation comme on irait au tribunal. Chez vous, c'est un peu ça aussi, ou ils viennent quand même avec leur avocat ou... Tu dis les gens qui viennent chez nous en médiation Oui, ou non, en droit collaboratif. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vois, pour qu'un collaboratif puisse démarrer, il faut déjà que le client qui consulte un avocat se voit proposer le processus collaboratif. Donc, il faut déjà qu'il consulte un avocat qui est formé à cette méthode et qui le propose systématiquement. Donc, ça, c'est déjà le premier élément qui est fondamental. J'imagine, c'est un principe qui fait partie de l'association pour le droit collaboratif, de respecter ce principe, de toujours le proposer. Hein. Oui, j'ai envie de dire même bien au-delà, parce qu'éthiquement, un avocat, dans sa déontologie, et voilà, le tribunal fédéral, un jour, va peut-être le dire de manière très claire, c'est que l'avocat doit proposer à son client les meilleures solutions qui s'offrent à lui. Et est-ce qu'un procès d'emblée est vraiment la meilleure des solutions? Et l'avocat doit, en principe, proposer une négociation ou des discussions en amont du dépôt d'une procédure. Mais pour le collaboratif, ça va au-delà. C'est qu'il faut non seulement que l'avocat qui est formé propose clairement à son client un collaboratif, et puis après, le deuxième, là, ce serait, j'ai envie de dire un obstacle, mais pas forcément, c'est qu'il faut que l'autre partie consulte également un avocat formé. Et souvent, il y a des freins parce que quand la partie propose à l'autre de faire un processus collaboratif, il y a beaucoup de méfiance.
Donc, Ouais. souvent, il va consulter n'importe quel avocat, sauf un qui est formé en collaboratif. D'accord. C'est forcément quelqu'un qui est membre aussi de l'association ou qui s'inscrit un peu dans la logique? Est-ce qu'on Alors, peut non, dire tout avocat qui cherche une solution transactionnelle, c'est un avocat collaboratif? alors, j'ai envie de dire non, parce que comme je Non. t'ai dit, finalement, le collaboratif ne se résume pas à on va trouver une solution et pas en justice. On va trouver une solution, mais une solution dans un cadre précis, qui est de la négociation intégrative ou raisonnée, dans laquelle on va aller vers un accord win-win. Je veux dire, parce qu'il y a d'autres modes. Hein. Il y a la conciliation, il y a, qui permet justement de faire une négociation ou d'avoir un conciliateur qui va proposer une solution hors judiciaire, ou alors, comme la manière dont on négocie, je veux dire aujourd'hui, le 95% des avocats dans leur pratique, c'est une négociation distributive. C'est-à-dire qu'on va couper la poire en deux. C'est ça. Et je précise aussi qu'effectivement, pour qu'un processus collaboratif réussisse, pour moi, c'est important que les avocats se connaissent, qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble, parce que c'est pas tout simple, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. On a des clients qui ont un niveau de conflit qui est élevé, avec des ressources à aller chercher. Donc, tout ce qu'on a comme formation, que ce soit la formation d'avocat collaboratif et la médiation, sont utiles pour faire bouger les lignes. Les phases que tu as présentées me semblent assez proches, assez similaires aux phases de la médiation. Tout à fait. Quelle est la différence principale? Alors, la différence principale, comme je l'ai dit, c'est déjà la configuration. C'est que là, il y a nécessairement chaque partie, enfin chaque personne a son avocat. L'avocat est donc formé au processus collaboratif et le processus collaboratif intègre la réalité juridique. Ce qui, pour moi, en tout cas de ma place de médiatrice, moi je ne travaille pas sur la réalité juridique avec mes clients. C'est-à-dire que je ne vais jamais donner de conseils, je ne vais jamais expliquer quel sera le résultat à l'issue d'une procédure, s'il y en aura un, qu'aura plus ou qu'aura moins. Ça ne fait pas partie de ce que je propose en tant que médiatrice, alors qu'en tant qu'avocate collaborative, on peut vraiment bosser l'alternative judiciaire. C'est qu'on a beaucoup plus de marge de dire, voilà, en justice, ça se passera comme ça. D'accord. Et même des fois, les avocats peuvent présenter ensemble l'alternative judiciaire, de dire, voilà, si vous allez devant le juge, voilà le résultat, selon nous, de manière neutre, en étant deux avocats quand même expérimentés, voilà comment, à quoi ça aboutirait si vous devez aller en justice. Donc, c'est le fameux BATNA, WATNA, meilleure alternative à une solution négociée ou pire, voilà. Ouais. Exactement. D'accord. Oui. D'accord. Oui, tu disais un peu la différence avec la médiation, différence peut-être avec d'autres méthodes, je sais pas, l'arbitrage, conciliation. Alors, de nouveau, je pense que la plus-value ou l'aspect positif pour le droit collaboratif, pour autant que ce soit ce que recherchent les clients, c'est de pouvoir garder la maîtrise sur leur conflit et d'être à l'origine de la solution qui sera trouvée. C'est-à-dire qu'en arbitrage, c'est l'arbitre qui va trancher, en conciliation, ce sera le conciliateur, alors que là, en collaboratif, l'accord doit émaner des clients. Ça reste les parties comme en médiation qui décident sur le résultat. Exactement. Oui, tout à fait. Et comment est-ce que toi, tu conseilles les clients si quelqu'un vient chez toi au cabinet? Est-ce que tu conseilles parfois la médiation, parfois le droit collaboratif pour le client, peut-être parfois autre chose, et en fonction de quels critères? Alors, en fait, par rapport à Alterneo, du moment que nous, on est déjà une étude qui travaille que dans l'alternative, très souvent, les gens nous contactent parce qu'ils veulent, par exemple, faire une médiation. Alors, à ce moment-là, nous, on rencontre souvent les clients qui nous contactent. Ça dépend, des fois, ils viennent déjà à deux, donc c'est clair pour tous les deux qui veulent faire une médiation. Donc là, on va partir sur un processus de médiation. Par contre, quand il y a une seule personne qui nous contacte, et là, on regarde, on fait un tour d'horizon. Et si on se rend compte que la médiation n'est pas adaptée parce que l'autre personne acceptera peut-être pas la médiation ou qu'on est dans un niveau de conflit très élevé,
on propose de voir dans quelle mesure un collaboratif est possible. Et dans ce cadre-là, souvent, moi, je laisse mes coordonnées à la personne qui vous consulte pour dire, ben voilà, prenez contact avec l'autre personne, vous lui dites de m'appeler, comme ça, moi, je peux lui expliquer les différentes alternatives. D'accord. Et est-ce qu'il y a des situations où tu dirais, là, je vous dirige plutôt vers un avocat traditionnel? Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, je pense que même à l'entretien que j'ai, certains entretiens téléphoniques, après avoir posé quelques questions sur vraiment ce qui est souhaité, je me rends très vite compte que voilà, j'ai mes lumières qui s'allument et qu'un avocat sera plus adapté à la demande du client. Mais rien n'empêchera de revenir à un moment donné en médiation, parce que ça m'est déjà arrivé de renvoyer finalement une personne qui m'appelle vers un avocat, et puis quelques mois après, on m'appelle pour faire une médiation. Tout à fait, oui, tout à fait. À ce moment-là, ils ne sont pas du tout mûrs. Il y a trop de méfiance, il y a ce besoin d'aller en justice, que je comprends, j'entends, hein, je veux dire, mais une fois qu'ils y sont, ce n'est pas exclu qu'après discussion aussi avec les juges qui poussent à la médiation, ils reviennent d'une autre manière. Et ça crée aussi maintenant un réseau avec les avocats avec qui on travaille au sein d'Alterneo. On a une liste d'avocats vers qui on envoie des clients, en sachant qu'à un moment donné, ça pourrait revenir par une autre porte sous forme de médiation. Par rapport à la procédure judiciaire, parce que la médiation fait partie officiellement de la procédure depuis 2011 en tant qu'alternative. Oui. Alternative à la procédure judiciaire, le droit collaboratif, ça s'inscrit dans cette même logique, ça sera considéré comme une médiation ou comment ça s'inscrit au niveau de la procédure ou ça reste à faire? Non, alors ça reste à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'un processus collaboratif n'a pas de raison d'être quand il y a une procédure judiciaire qui est en cours, puisque dans le cadre collaboratif, les avocats s'engagent à ne pas porter le dossier en judiciaire, parce que c'est justement le seul moyen pour baisser les armes et être dans un climat de confiance et pas dans une stratégie. Alors souvent, c'est perçu comme étant un frein. Hein. Moi, je le vois même par des confrères qui, finalement, quand ils expliquent à leurs clients que si vous partez en justice, vous me perdez, moi, je le vois alors à l'inverse comme étant véritablement la plus-value de ce processus, c'est-à-dire que l'avocat qui s'engage ne va pas aller en justice et donc ne rentre pas dans une négociation avec la stratégie judiciaire derrière. Et moi, j'ai pu l'expérimenter en tant qu'avocate quand il y avait une procédure qui était en cours, qu'on suspendait plus ou moins pour discuter. Et les discussions, elles ne sont pas transparentes, il n'y a pas de confiance, parce qu'on sait très bien qu'il y a la justice juste à côté. Et puis, à moins voilà, d'avoir une bonne relation avec le confrère, moi, je trouve que c'est très compliqué. D'accord. Donc, ça, tu ne le ferais pas de suspendre et puis d'essayer du droit collaboratif, même si l'autre avocat de l'autre partie, c'est aussi un avocat de droit collaboratif, de suspendre, d'essayer. Puis... Moi, ça ne va pas se présenter parce que moi, je ne vais plus au tribunal. Donc, je ne serai plus, j'aime pas confronter à avoir finalement un cas en cours avec comme avocat adverse un avocat formé en collaboratif. Par contre, je pense que ce n'est pas exclu, effectivement, que les deux avocats collaboratifs décident, mais pour moi, il faudrait retirer la procédure. Carrément retirer. Suspendre, ça ne suffirait pas. D'accord. Alors, mais pour autant que ce ne soient pas les mêmes avocats qui reviennent en procédure. Mais je pense qu'à un moment donné, dans les processus alternatifs, je reste quand même convaincue que plus loin est la justice, mieux c'est. Oui, d'accord. Bien, ouais, c'est très intéressant tout ça. Donc, voilà, c'est une approche supplémentaire, c'est une sorte de pièce manquante entre la médiation à l'amiable et le conflit juridique, on peut dire comme ça. Oui, effectivement, c'est une manière de pouvoir évoluer dans l'alternative tout en restant dans une certaine mesure dans le juridique, dans une configuration qui ressemble clairement à une procédure judiciaire, chacun son avocat, mais vraiment la possibilité pour les parties de trouver leur solution, de vraiment trouver ce qui est acceptable pour elles. Et moi, je trouve que, enfin voilà, j'espère vraiment que ce droit collaboratif va continuer à se développer. Et dans les années à venir, et que les gens, enfin en tout cas le public, sache
que ce processus existe et qu'il a son intérêt dans de nombreuses situations. Mhm, mhm. Et donc, qu'est-ce qui empêcherait un processus collaboratif d'avoir lieu? Si par exemple une situation juridique elle est très claire, je veux bien, je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais de toute façon, c'est mieux que de passer au tribunal, même si j'ai 80% de chances de réussite, mais je n'ai pas envie de passer une année ou deux devant les tribunaux avec tout ce qui va avec. Il y a cette, je pense, déjà l'attitude, mais si une situation juridiquement parlant, elle est quand même assez claire, là, on fera quoi en tant que client? Alors là, on va regarder sur l'aspect relationnel. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on va gagner ou perdre dans le processus judiciaire vis-à-vis de la relation avec l'autre personne? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Et si on est vraiment sur le paiement d'une somme d'argent avec quelqu'un avec qui on n'a aucun lien, est-ce que vraiment on va faire un processus collaboratif? Mhm. Est-ce que vous êtes forcément dans une solution équitable ou parce qu'on a un peu peut-être un cas de figure dans la médiation pénale où il se peut que l'un il est enfin, en gros considéré comme coupable, comme auteur parce qu'il y a un rapport de police, il y a une victime et l'accord, selon ma compréhension, n'est pas forcément équitable hein, dans une médiation pénale. Chez vous, c'est comment? Alors, on reste dans une médiation civile, c'est-à-dire qu'il faut que l'accord soit équitable, parce que si l'accord va que dans un sens de l'un au détriment de l'autre, ben, on n'aura pas réussi le processus dans ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, les intérêts majeurs des uns et des autres soient pris en compte. Mhm, mhm. D'accord. Donc, de dire que la situation est assez claire en faveur d'un des deux clients et puis que peut-être l'accord final prévoit peut-être le versement d'une certaine somme tout en ayant d'autres éléments plus équitables, mais que c'est ça qui permet d'éviter les tribunaux, ça vous ne feriez pas. J'ai envie de dire, voilà, à défaut de mieux, Hmm. mais c'est vrai qu'on sort clairement de ce Ce n'est qui pas est l'idée de base. collaboratif. C'est pas du tout l'idée de base. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de devoir recadrer un processus collaboratif où là, après même les besoins, on n'avait rien objectivé. Il y avait déjà une proposition qui tombait, qui était un peu à prendre ou à laisser. Là, il a fallu qu'on recadre avec l'avocat en disant, bah voilà, vous voulez sortir de ce processus. Nous, on le respecte, mais à un moment donné, chez nous, on ne va pas travailler comme ça. Mhm. D'accord. Donc, parce que c'est vraiment aussi de la responsabilité de l'avocat de s'assurer qu'on est vraiment dans un processus collaboratif et qu'on n'est pas en train de faire une pseudo-négociation où finalement il y en a un qui lâche en faveur de l'autre. Après, il y a des cas où il y en a un qui lâche parce que vraiment il a envie de lâcher. Hein. Mhm. Mais ça, c'est aussi Lâcher le travail. Par lâcher exemple, dans le sens de… ouais. lâcher une grosse somme d'argent parce qu'il y a aussi le prix de la paix qui rentre dans les réflexions. Mais là aussi, c'est aux avocats de s'assurer que celui qui finalement lâcherait plus que ce qui devrait, par exemple dans un cadre judiciaire, il le fasse en toute connaissance de cause. Mhm. Mhm. D'accord. Bien. Est-ce que tu as peut-être un exemple récent à partager ou, je sais pas, un retour d'un client ou quelque chose de pratique? C'est toujours Euh, anonyme, évidemment, mais peut-être d'une certaine façon. Je suis en train de réfléchir. Oui, et moi je pense que, par exemple, par rapport aux solutions qu'on trouve dans un cadre collaboratif qui dépasse clairement le cadre judiciaire, on va beaucoup plus dans les détails de la relation, qu'on peut effectivement même mettre des règles, comprendre vraiment le problème qui y a derrière. Donc, je ne sais pas si ça te va comme exemple concret, mais qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à actuellement Ouais, les situations, j'imagine, c'est un peu comme en médiation. Ça peut être une convention ou au niveau du travail, convention sur XY, un départ à l'amiable. Oui, alors aujourd'hui, moi j'ai principalement des cas de famille. Donc, qui finalement aboutissent par une convention. Donc là où finalement on fait un accord.
des gros accords qu'on avait fait dans un cas très compliqué avec une consoeur, c'était lié aussi à des problématiques psychologiques d'un des époux. Et ça a été vraiment un gros travail d'équipe. On a aussi travaillé avec des intervenants externes au niveau de l'accompagnement des enfants pour vraiment trouver cet accord où là, il y avait vraiment des fortes résistances de part et d'autre. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une belle réussite d'un processus. On a travaillé en équipe, mais même dans une équipe plus large. Et plus j'avance, et plus moi j'ai envie de travailler comme ça, même dans la médiation. Je pense que souvent, d'avoir différentes personnes qui viennent aussi amener de l'énergie au processus, ça peut être aidant. Donc, toi, tu pratiques surtout dans le familial. Globalement, est-ce que c'est le cas de la plupart des avocats collaboratifs? Oui, en collaboratif, clairement. D'accord. C'est clairement aujourd'hui en familial, mais bon, petit à petit, vu qu'on développe plus tout ce qui est l'aspect de négociation, on se rend compte, moi, en discutant avec des avocats qui sont très connotés, enfin, qui travaillent vraiment dans le commercial, dans le droit du travail, qui a un intérêt. En France, par exemple, le processus collaboratif a beaucoup de succès dans les problématiques de travail. De travail, donc tout ce qui est équipe, Non, droit des du conflits, travail. voilà, des conflits au niveau du droit du travail. D'accord. Ils appellent ça le droit social, mais on voit que ça se développe beaucoup dans ce domaine-là aussi. On espère qu'en Suisse, ce sera la même chose. Donc, d'ailleurs, ça a commencé quand votre association, elle a été créée quand? Je ne sais pas si tu peux dire deux, trois choses par rapport à l'association. Oui, alors l'association, comme ça, j'ai envie de dire qu'elle date de plus ou moins 2011, au moment où la médiation a intégré le nouveau code, le code de procédure civile. Là, à ce moment-là, c'était Christophe Imos qui était celui qui essayait de faire rentrer ce droit collaboratif. On lui a dit non, pas tout de suite, il faut être patient, on se concentre sur la médiation. Donc, il Déjà, a un ça a été peu, compliqué, hein. voilà, ça a déjà été compliqué, donc il a pris son mal en patience. Il avait formé en fait des avocats avec des Canadiens qui étaient venus pour justement proposer cette formation de processus collaboratif. Et petit à petit, ça peut rester aux oubliettes. Et il y a quelques années à Genève, il y a un groupe d'avocats genevois qui ont dit, mais nous, on a envie de faire du collaboratif. Donc, l'association s'est quelque part recréée avec des avocats genevois. Et c'est en 2018 que moi, j'ai rencontré Christophe. Et à ce moment-là, moi, je me suis engagée sur le canton de Vaud. Donc, en 2018, j'ai organisé le premier atelier de sensibilisation de droit collaboratif. Alors, j'ai un peu amené mes copains, on va dire ça comme ça, mais voilà, leur dire, mais venez, c'est génial. Et petit à petit, il y a eu des formations qui ont eu lieu sur le canton de Vaud. En Valais aussi, on a passablement d'avocats valaisans qui sont formés. Donc, Et vous en là, faites, l'association propose des formations. voilà, on propose la formation de base qui est de 2 jours, qui est donnée par une avocate française qui est vraiment une avocate de terrain, qui a un gros pourcentage de ses dossiers en collaboratif. Et là, effectivement, on a monté ces formations sur le canton de Vaud et à Genève. Et aujourd'hui, on a une centaine d'avocats qui sont formés au processus collaboratif en Suisse romande. Ah oui, d'accord. Voilà, et on a voilà. Tous ne font pas partie de l'association romande de droit collaboratif, mais sur le site droitcollaboratif.ch, il y a la liste des avocats membres de l'association de droit collaboratif avec leurs coordonnées, leurs photos, que les gens peuvent consulter s'ils sont à la recherche d'un avocat collaboratif. C'est une belle dynamique, hein, une centaine sur la Suisse romande. Et en Suisse allemande, il y a aussi quelque chose, quoi. Oui, mais alors, en Suisse allemande, j'ai envie de dire qu'ils sont presque plus avancés que nous. Ils ont, exceptionnellement, on va dire. peut-être, mais effectivement, Le ils droit sont de le très dire, je viens de actifs. là-bas. Petit à petit, non, mais petit à petit, on va effectivement regarder dans quelle mesure notre association va rejoindre, ça s'appelle le CLB Schweiz, qui est l'association suisse. Ils proposent passablement de formations, ils intègrent aussi plein de concepts sur les mises en ressources. Enfin, il y a vraiment une belle dynamique en Suisse allemande aujourd'hui. Super. Bien, donc on va peut-être partager, ou tu peux le dire, hein, je vais aussi le mettre dans les commentaires, l'adresse du site.
Oui, alors c'est www.droitcollaboratif.ch. Mhm. Ok. Et toi, ton étude? Alors moi, c'est l'étude Alterneo, donc alterneo.ch. Je me trouve au Mont-sur-Lausanne. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à partager, je sais pas, autre chose, d'autres ressources, un livre ou quelque chose que tu as encore envie de partager? Écoute, non, voilà, si ce n'est qu'effectivement, je pense qu'on est aujourd'hui dans une société où les gens se questionnent beaucoup. On a la chance d'avoir de plus en plus de formation, de sensibilisation au développement de soi. Et puis, pour moi, effectivement, les processus collaboratifs, ou que ce soit alternatifs à la justice, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus utilisés, proposés par les juges. Et puis, moi, je peux être que ravie en fait, de cette dynamique-là. Mhm. Super. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Moi, dès que je pris connaissance de cette nouvelle approche, j'ai entendu parler, ça fait un petit moment, et puis je commence à creuser un petit peu. Et puis ça me fait plaisir de te connaître aussi, d'avoir quelqu'un qui est même la présidente de l'association. Merci. Et voilà, je trouvais ça une approche prometteuse et tu l'as confirmé aujourd'hui. Donc, effectivement, je pense que c'est une approche très utile, supplémentaire à tout ce qu'on a déjà. Et je te remercie beaucoup pour cet échange Mais merci à toi, Pascal. et à très bientôt alors. À bientôt.